avec Romuald Le Terrier un collectif. Vous êtes docteur en sociologie, lui, il est ethnobotaniste, mais on va parler essentiellement de vos recherches pour ne pas déflorer son travail. Pour la première fois, je dirais, cet ouvrage réunit le paranormal et les recherches sur les objets volants non identifiés. Et si notre réalité était un rêve? Comme vous l'avez dit, hein, il y a une étude assez sérieuse qui pointe le lien entre différentes expériences faites par des personnes. Donc, les personnes qui auraient fait des cas de rencontres rapprochées, qui auraient fait cette expérience-là, feraient également l'expérience du paranormal sous différentes formes. Hein. Ça peut être des phénomènes PSI ou des sorties de corps ou des expériences de mort imminente, etc. Il pourrait y avoir un lien à ce niveau-là, mais il y a également je dirais plus prosaïquement, plus simplement, des témoignages de cas de rencontres rapprochées où des personnes disent avoir eu des contacts télépathiques avec des entités. Alors, si la télépathie, ce n'est pas un phénomène paranormal, qu'est-ce que le paranormal? Donc, ça, c'est de manière un petit peu plus simple. On peut voir qu'il y a un lien tout de suite assez évident. Il y a le fameux effet OSE également dans le domaine OVNI, hein, dans le cas des rencontres rapprochées. Ce sont des bulles d'isolement sensoriel presque. On a l'impression que tout le reste de l'activité dans l'environnement immédiat s'arrête de la personne pour qu'elle puisse avoir le temps de faire cette expérience-là. Et cette expérience peut durer plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes et parfois même plusieurs heures. Donc là aussi, si ce n'est pas du paranormal, qu'est-ce que le paranormal? La synchronicité par rapport aux archétypes. Alors, Jung a écrit, si des synchronicités se produisent, c'est qu'il y a situation archétypique. Pour que les gens qui nous écoutent recadrent un petit peu ce dont il s'agit, eh bien, c'est une correspondance entre un état psychique, une préoccupation psychologique qu'on peut avoir à un moment donné, et la survenue dans le monde matériel, dans le monde réel, entre guillemets, d'une correspondance. Vous pensez à quelque chose et quelque chose qui vous pèse, et ça va survenir dans le monde réel. Par exemple, moi, j'ai vécu le phénomène des coups de téléphone dits post-mortem. Un jour, vous recevez un coup de téléphone d'un proche défunt. Eh bien, dans ce cadre-là, j'étais quelques jours, mois après le décès de ma chienne, et j'étais en train de penser à voix haute, puisque il y avait ma mère et mon frère à côté de moi, et je me disais, mais j'aimerais bien que quand on va dans l'au-delà, ou si on y va, on retrouve nos animaux à quatre pattes. Et au moment où j'ai dit ça, j'ai dit aussi, j'aimerais bien recevoir un signe pour me dire que ma chienne va bien. Au moment où j'ai dit ça, j'ai reçu un texto venant d'une étudiante apparemment qui disait « Hello, j'ai bien réussi mon intégration, tout va bien ». Donc ça, c'est une synchronicité. Ça, c'est une synchronicité, puisque ça répondait dans le monde matériel à une préoccupation psychologique que j'avais sur le moment. Tout à l'heure, vous me demandiez qu'est-ce qui faisait que je pensais qu'on était peut-être dans un rêve. Et c'est comme ça qu'on a sous-titré le livre Phénomène. Eh bien, par exemple, dans le phénomène des coups de téléphone post-mortem, on a parfois les téléphones qui sont éteints et qui se mettent à fonctionner, ou qui sont hors fonction, carrément, qui ne fonctionnent plus, et qui se mettent à fonctionner, à émettre un appel. Vous avez le téléphone du grand-père qui est décédé, qui est éteint sur la table, vous venez à peine de l'enterrer, et ce même téléphone appelle le vôtre qui est juste à côté. C'est impossible. Le téléphone est éteint, il n'est pas censé fonctionner. Un ingénieur de France Télécom ne pourrait pas le faire fonctionner comme ça. Peut-être que si, mais ça demanderait beaucoup de travail. Et là, le téléphone va fonctionner. Ça veut dire que quelque part, peut-être que dans les phénomènes paranormaux, et notamment dans le phénomène des coups de téléphone post-mortem, les téléphones ne fonctionnent pas de manière technologique, mais de manière symbolique, métaphorique. Et si là, on est dans le symbole et dans la métaphore, alors ça veut dire que peut-être beaucoup de choses dans notre réalité sont de l'ordre du symbole et de la métaphore. Et si on est dans le symbole et la métaphore, alors on est dans le rêve, le tout psychique, si vous préférez. Vous parlez du concept d'élusivité. J'aimerais que vous nous détailliez un petit peu ce concept pour qu'on comprenne comment ça fonctionne dans l'imaginal, voire l'imaginaire. Eh bien, l'élusivité, là encore, c'est peut-être un indice que nous vivons dans un monde qui est un tout psychique, un rêve. Pourquoi? L'élusivité, ça désigne en fait l'aspect fuyant du domaine du paranormal et du domaine des ovnis.
c'est Bertrand Meeus qui en avait le mieux parlé et le plus parlé en France, et qui avait même donc amené ce terme-là dans le jargon des chercheurs, et qui désigne donc, comme son nom l'indique, le fait que ça s'élude. Quand on essaie d'apporter des preuves objectives dans le domaine du paranormal ou dans le domaine ovni, on a du mal. C'est comme si quelque chose venait effacer les traces objectives qu'on aurait pu avoir. Par exemple, dans le domaine des coups de téléphone post-mortem, cette élusivité se montre par exemple quand les gens décrivent avoir reçu un texto d'un proche décédé. Ils ont pu le lire une fois, deux fois, Et mais après, ça disparaît. n'ont pas pu le sauvegarder parce qu'il s'est effacé. Ce petit détail-là, cette caractéristique que je vous donne, elle est racontée par mes témoins dans les années 2015-2020, principalement français, mais elle est également racontée dans les années 70 aux États-Unis. Elle est également racontée dans les années 2010 en Angleterre, lorsqu'un universitaire a également étudié le phénomène. Ça, c'est typique de l'élusivité et c'est même typique de l'archétype du trickster donc, que j'évoque dans le livre. Alors voilà, c'était ma question. C'était ma question suivante, c'est est-ce que ça a un rapport avec l'effet trickster? Oui, c'est un autre nom qui pourrait caractériser l'élusivité finalement. Hermès était connu, c'est lui l'archétype, première figuration de l'archétype du trickster, c'était Hermès, le dieu Hermès. C'était un farceur, c'était un messager, mais c'était aussi quelqu'un qui, lorsqu'il jouait des tours, avait tendance à effacer ses traces, pour ne pas laisser justement le sentiment que c'était lui qui avait fait le coup, comme on dit. Donc là aussi, et cet archétype-là du joueur farceur très élusif, très justement un peu magicien, se retrouve dans cet archétype du trickster qu'on utilise dans le livre pour caractériser finalement tous ces phénomènes-là. Ces phénomènes semblent jouer avec nous, semblent également messagers et semblent également fuir toute objectivation. On ne peut pas déflorer le travail des visions chamaniques de Romuald, mais est-ce qu'on peut dire quelque part que quand après qu'il ait consommé de l'ayahuasca et qu'il se met à danser en rythme, est-ce qu'on peut dire que quelque part il active quelque chose? Il active surtout cet aspect joueur de ces phénomènes-là, de ces archétypes, même si dans le chamanisme, ils n'appellent pas ça des archétypes, ils appellent ça des esprits. Mais c'est toujours la même chose. Dans le chamanisme, les esprits de la nature sont joueurs, sont farceurs, sont métamorphes, c'est-à-dire qu'ils changent de forme à volonté, un petit peu comme dans le domaine ovni, dans les cas de rencontres rapprochées, on s'est rendu compte que les témoins ne décrivent jamais, véritablement la même entité. C'est souvent des entités qui changent de forme, d'aspect. Ça, les chamans le disent également. Ils disent que les esprits sont protéiformes, changent de forme, ils veulent jouer, ils sont farceurs. Ça, les chamans le disent également. Et c'est en cela qu'avec Romuald, nous nous sommes rejoints pour faire un livre donc, collectif qui traitait à la fois des phénomènes dits paranormaux, des phénomènes de type ovni, cas de rencontres rapprochées, parfois absurdes, mais réels et objectifs, et en même temps des expériences avec les chamans et sous les plantes qui permettent donc des visions. J'aimerais un petit peu pour labelliser tout ce que vous avez fait, parce que vous avez fait énormément de rencontres, que vous nous citiez un petit peu quelques chercheurs en France ou à l'étranger avec qui vous avez travaillé pour faire votre ouvrage. On a travaillé avec Brent Rains, qui est un Américain, chercheur de longue date dans le domaine de l'ufologie notamment, et qui avait discuté beaucoup et échangé avec des courriers, je les ai vus, avec le fameux journaliste John Keel, celui qui avait enquêté sur les événements de Point Pleasant aux États-Unis, et notamment, ça avait donné lieu à un livre magnifique qui s'appelle La prophétie des ombres, et à un film que peut-être les auditeurs connaissent, qui s'appelle du même nom, La prophétie des ombres, avec Richard Gere. Ce sont des cas qui mêlent paranormal et ovni, on revient à la question de départ, dont ont été les témoins des habitants d'une petite ville américaine. Et John Keel avait enquêté sur ces phénomènes-là. On avait même l'apparition d'un cryptide, c'était le fameux homme papillon. Et donc, on a un spécialiste de John Keel qui participe au livre. On a aussi donc des ufologues canadiens, Marc Leduc, Yann Vadnais. On a Sharon Hewitt qui est, elle, une chercheuse dans le domaine du paranormal, qui a été
même récompensé récemment par un prix organisé par un milliardaire américain pour tenter de comprendre les phénomènes paranormaux et d'en savoir un peu plus sur la question de la survie de la conscience. Donc, c'est une chercheuse très réputée et qui s'interroge elle aussi sur le trickster, mais également sur la dimension des phénomènes poltergeist ou des phénomènes qui semblent nous refléter bien souvent et dont nous pourrions en être les co-créateurs. C'est un chapitre très, très intéressant. Vous citez également une Française, Marie-Thérèse, qui a travaillé sur les abductions. Marie-Thérèse de Brosse, qui a également travaillé sur les abductions et sur le lien qui pouvait être fait avec nos préoccupations à nous de l'époque. C'était les années 70-80, sur nos les premières fécondations in vitro, les premiers travaux que nous faisions, nous les humains, sur le vivant. Et ça ressemblait beaucoup à ce que semblaient faire ces fameux extraterrestres supposés dans leurs vaisseaux spatiaux lorsqu'ils nous abductaient. Pardon. Donc ça, c'est le travail notamment de Jean-Jacques Jaillat, qui est un ufologue de longue haleine, depuis les années 70, qui montre que finalement les phénomènes ovnis ou des phénomènes des abductions pourraient avoir comme un effet miroir par rapport à nos propres problématiques humaines, je dirais même nos propres problèmes éthiques, qu'ils sembleraient refléter. Les extraterrestres feraient des expériences sur nous, un peu comme nous faisons des expériences sur le vivant ou sur les animaux de laboratoire, pas souvent. Bien avant encore, dans le monde gréco-romain, les philosophes gréco-romains appelaient ça les daimons, avant que nous les appelions les démons. Oui. Bon, le catholicisme est passé par là, le christianisme est passé par là. Les gréco-romains les appelaient les daimons. C'était ni bon ni mauvais, mais c'était joueurs, farceurs, et ça nous faisait des tours, et c'était quelque chose d'intermédiaire entre nous et le monde divin. On a des textes qui se complètent et qui montrent que finalement, peut-être, oui, notre réalité est un tout psychique, c'est-à-dire un rêve, pour le dire de manière plus imagée, dans lequel finalement ces phénomènes-là peuvent prendre place. Parce que sinon, si on reste dans le paradigme précédent, celui du matérialisme, là, ces phénomènes-là ne peuvent pas se produire. Bien, Laurent, merci beaucoup pour toutes ces informations. Bravo pour cet ouvrage qui nous donne un autre regard sur un nouveau dialogue avec l'invisible.